Les cascades téméraires sont souvent faites pour l'adrénaline, la célébrité ou l'argent, mais parfois elles tournent horriblement mal. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 histoires réelles de personnes qui ont repoussé leurs limites trop loin et qui y ont laissé la vie. Ce ne sont pas de simples accidents, ce sont des morts troublantes qui montrent à quel point un seul faux pas peut mener à l'irréversible. En juillet 2013, à Saint-Pétersbourg, en Russie, Pavel Kashin, un freerunner de 22 ans, se tenait sur une étroite corniche en haut d'un immeuble de 16 étages. Un ami à proximité filmait. Pavel se préparait à faire un salto arrière, un mouvement qu'il avait réalisé de nombreuses fois auparavant. Mais cette fois-ci, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pavel n'était pas un simple athlète. Il était l'un des artistes de parcours les plus connus de Russie et était respecté dans le monde entier. Il avait la réputation de repousser les limites physiques. Ses sauts et ses saltos étaient intenses, et son contrôle corporel était une source d'admiration pour beaucoup. Il existe encore des vidéos en ligne qui le montrent en train de sauter entre des toits, de faire des saltos par-dessus des obstacles et de se déplacer avec aisance dans des espaces restreints. Pour les personnes extérieures à ce sport, ces cascades pouvaient sembler dangereuses, mais ceux qui pratiquaient le parcours comprenaient que ce qu'ils faisaient demandait de la concentration, de la force et des années d'entraînement. C'est pourquoi ce qui est arrivé ce jour-là en a choqué plus d'un. Alors que Pavel se tenait au bord du toit, il s'est préparé pour le mouvement. L'objectif était de faire un salto arrière et de retomber sur la même corniche, large de seulement quelques dizaines de centimètres, sans corde ni équipement de sécurité. Son ami avait la caméra prête. Une photo a été prise au moment exact où Pavel était en plein air pendant le salto. Cette image se répandrait plus tard en ligne et deviendrait l'une des photos les plus reconnues dans le monde du parcours. Il a réussi son salto, mais en atterrissant, il a perdu l'équilibre. Il n'a pas pu se stabiliser et a glissé. Pavel est tombé de près de 60 mètres. Il n'a pas survécu, la nouvelle de son décès s'est rapidement répandue. Les communautés de parcours en ligne et les athlètes du monde entier ont été choqués. Le groupe Free Running Sweden a publié un hommage le lendemain, partageant leurs pensées et leur respect pour Pavel et sa famille. Pour les personnes extérieures, la cascade a pu sembler être un risque futile. Mais ceux qui connaissaient Pavel et comprenaient le parcours ont déclaré que son geste était le fruit d'une discipline et d'un but précis. Ses amis n'ont pas qualifié son geste de stupide. Ils l'ont qualifié de courageux, non pas par manque de respect, mais parce qu'ils comprenaient son état d'esprit. Les parents de Pavel ont eu le cœur brisé. Mais lorsque la photo de lui en plein air a commencé à se répandre en ligne, ils l'ont permis. Ils espéraient qu'elle inciterait d'autres personnes à s'arrêter et à réfléchir avant d'essayer des cascades similaires. Le père de Pavel a déclaré que si la photo pouvait aider ne serait-ce qu'une seule personne à éviter le même sort, alors la partager avait un sens. Le parcours, également appelé free running, vient d'un mot français signifiant parcours. Il a commencé comme un moyen d'entraînement pour les soldats, leur permettant de passer d'un point à un autre en n'utilisant que le corps. Pas d'équipement, pas d'aide, juste de la course, de l'escalade, des sauts de franchissement et des roulades pour absorber l'impact. Au fil du temps, le parcours est devenu une culture mondiale. Pour beaucoup, il s'agit de liberté personnelle. Pour d'autres, c'est un moyen de se confronter à ses propres limites. Mais ce n'est pas sans risque. Contrairement au sport traditionnel, le parcours n'utilise souvent aucun équipement de sécurité. Ce danger fait partie de son attrait, mais il a aussi des conséquences. L'histoire de Pavel n'est pas la seule. David Harrison, 20 ans, est décédé après avoir heurté des fils électriques lors d'une cascade impliquant un poteau électrique. Ray Connor, 23 ans, est passé à travers un toit en Italie après avoir mal jugé un saut. Une Russe de 24 ans a perdu la vie lors de sa première leçon de parcours sur un toit. En Turquie, un adolescent de 17 ans est tombé lors d'une démonstration. Un autre adolescent à Madrid est mort après être tombé de 11 étages depuis un chantier de construction. Malgré ces événements, de nombreux freerunners continuent de repousser les limites. Pour certains, le risque fait partie de ce qui les attire. Mais l'histoire de Pavel reste gravée dans la communauté. Il était doué, il avait déjà fait tout ça. Mais un seul faux pas sur ce toit a mis fin à tout. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Le 22 avril 2008, dans les montagnes de San Bernardino en Californie, Stefan K. Miller, un ancien dresseur d'animaux de 39 ans, est retourné dans un lieu familier, un centre privé de dressage d'animaux appelé Predators in Action. Il appartenait à son cousin, Randy Miller, et Stefan y avait déjà travaillé. Ce jour-là, il était revenu pour aider à filmer une vidéo promotionnelle. Le tournage impliquait Rocky, un ours grizzly de 2,1 mètres et de 317 kilos, qui était récemment apparu dans le film de Will Ferrell, Semi-Pro. Le plan était que Stefan lutte contre Rocky pour la caméra, une chose que l'ours avait déjà faite auparavant dans des scènes contrôlées. Mais ce qui devait être un simple tournage s'est terminé par une tragédie. Randy Miller avait dressé des animaux sauvages pour de grands films hollywoodiens comme Gladiator, Le Dernier Samouraï et L'île du Docteur Moreau. Ces animaux étaient également apparus dans des reconstitutions d'attaques pour National Geographic et Discovery Channel. Stefan avait aidé à élever et à dresser un autre ours nommé Dakota, mais en 2008, il avait quitté le centre. Il se concentrait sur d'autres projets, notamment la copublication d'un magazine et le lancement d'un site de réseautage social. Malgré cela,
Stéphane n'était pas un novice en revenant. Il connaissait les animaux, les routines et les risques. D'ailleurs, il avait récemment fait une séance photo avec Rocky et se sentait à l'aise avec lui. Confiant dans leur lien, Stéphane a demandé à être filmé en train de lutter contre l'ours de la même manière que Randy l'avait fait en tant que doublure de Will Ferrell. Stéphane comprenait ce qu'il fallait faire. Mais avant que la scène ne commence officiellement, Rocky s'est levé, une posture qu'il avait été entraîné à prendre pour se préparer à une lutte. Mais aucun signal n'avait encore été donné. Stéphane n'était pas en position. Il avait les bras le long du corps et n'était pas prêt à faire face à la taille et à la force de Rocky. Puis, en quelques secondes seulement, Rocky s'est avancé et a eu un contact. Randy, qui était à proximité, s'est précipité avec une canne et a essayé de distraire l'ours. D'autres membres de l'équipe ont utilisé du gaz poivré pour tenter désespérément d'arrêter l'affrontement. Mais il était trop tard. Rocky a mordu Stéphane une seule fois, mais il a touché une zone vulnérable. Les mâchoires de l'ours ont perforé l'artère carotide et la veine jugulaire de Stéphane. La blessure a été fatale. Les ambulanciers sont arrivés vers 15 h, mais Stéphane est décédé en quelques minutes. Randy était dévasté. Dans des interviews, il a déclaré « Ça me tue, nous étions comme des frères ». Il pensait que l'ours avait suivi son entraînement et que l'incident s'était produit uniquement parce que Stéphane n'était pas dans la bonne position. Par la suite, plusieurs enquêtes ont été lancées. Le département californien de la pêche et de la faune et les responsables de la sécurité au travail de l'État ont commencé à examiner l'incident. La société de tournage impliquée, eSeekers Incorporated, a également fait l'objet d'une enquête pour déterminer si les règles de sécurité avaient été respectées. Des groupes de défense des droits des animaux, dont la PETA, ont demandé que Rocky soit mis à la retraite et transféré dans un centre où il n'aurait aucun contact avec des humains. Les autorités ont ensuite classé l'incident comme un accident. Rocky n'a pas été euthanasié, mais il a été banni des apparitions publiques et du travail cinématographique. Il ne pouvait plus interagir qu'avec ses dresseurs. Randy a défendu Rocky, le qualifiant de doux et loyal. Il a ajouté que Stéphane n'aurait pas voulu que l'ours souffre à cause de ce qui s'était passé. En 2012, Randy et son équipe juridique ont tenté de faire lever les restrictions sur Rocky, arguant que de nouveaux protocoles de sécurité avaient été ajoutés et que l'ours ne représentait pas un danger. Le ministère de l'Agriculture américain, USDA, avait autorisé Rocky à travailler en dehors de la Californie, mais le marché cinématographique de l'État lui restait fermé. Le 3 octobre 2012, la Commission californienne de la pêche et de la faune a refusé de modifier les restrictions. En 2022, Rocky a été transféré dans un grand sanctuaire à Alpine, en Californie, où il vit désormais loin des plateaux de tournage et du contact humain. La mort de Stéphane Miller a été un accident dévastateur, survenu en quelques secondes malgré ses années d'expérience. Il avait fait confiance au processus, à l'animal et à son entourage. Mais une simple erreur de timing lui a coûté la vie et a tout changé. Le 21 août 2011, à la base aérienne de Selfridge, dans le Michigan, plus de 75 000 personnes étaient venues assister au dernier jour du spectacle aérien annuel. Beaucoup étaient là pour voir un seul homme, Todd Green. Todd, 48 ans, était l'un des meilleurs marcheurs sur aile au monde. Il réalisait des cascades dangereuses depuis plus de 25 ans. Son père, Eddie The Grip Green, était également un célèbre cascadeur. Todd avait suivi ses traces, se faisant un nom avec des numéros qui repoussaient les limites de la sécurité. Ce dimanche-là, Todd tentait une cascade où il devait passer en plein vol du haut d'un biplan Stearman à un hélicoptère qui volait juste au-dessus de lui. Seules 2 personnes au monde l'avaient fait auparavant. Il avait réalisé exactement ce même mouvement la veille, sans problème. Mais les conditions avaient changé. Les vents soufflaient maintenant à environ 25 km/h, ce qui avait déjà causé des problèmes à d'autres artistes. Le présentateur avait d'ailleurs averti que la prochaine partie du spectacle serait risquée. Alors que le biplan volait sous l'hélicoptère, Todd a essayé d'attraper le patin d'atterrissage de l'hélicoptère. Il a essayé 2 fois et a reculé à chaque fois. À la 3e tentative, il a de nouveau tendu la main, mais quelque chose s'est mal passé. Il a perdu sa prise et est tombé. Todd a chuté d'environ 60 mètres. La chute a été si rapide que de nombreuses personnes dans la foule n'ont pas réalisé ce qu'elles venaient de voir. Le photographe Ed Goodfellow a déclaré que cela ressemblait à la chute d'un mannequin. Dans les spectacles aériens, de faux mannequins sont parfois utilisés pour des cascades. Donc certaines personnes ont cru que cela faisait partie du numéro. Un spectateur, Jeremy Mitchell, a déclaré qu'il n'avait pas réalisé ce qui s'était passé avant de voir l'ambulance. Même quand ils ont dit que ça ne faisait pas partie du numéro, ça n'avait pas l'air réel, a-t-il dit. Arnold 16, un autre témoin, a partagé que tout a changé une fois que les équipes d'urgence ont couru vers la piste. C'est là qu'on a su que c'était réel, a-t-il dit. Todd est tombé à environ 450 mètres du public. Les premiers secours l'ont atteint rapidement et l'ont emmené au centre médical régional de Mount Clemens. Mais la chute avait causé de graves blessures et il est décédé peu après son arrivée. De nombreuses personnes dans la foule ont été choquées. Christine Doran a déclaré qu'elle pensait que ça devait être un faux.
Il n'y avait aucun mouvement du tout, a-t-elle dit. Je me suis tournée vers mon petit ami et je lui ai demandé si ça faisait partie du numéro. Jennifer Bradley, qui était au spectacle avec ses deux jeunes fils, a déclaré qu'ils avaient prié ensemble après ce qui s'était passé. Todd était connu non seulement pour son talent, mais aussi pour son amour de la scène. Son ami et collègue cascadeur Kyle Franklin a déclaré que Todd n'était pas seulement doué, il était passionné par ce qu'il faisait. Il adorait être devant une foule, a déclaré Kyle. Il était fier de l'héritage de sa famille. Même la représentante américaine Candice Miller, qui avait vu Todd se produire la veille, a été bouleversée. « Il faut un instant pour comprendre ce que vous venez de voir », a-t-elle dit. Beaucoup de gens sont venus juste pour le voir. Certains se sont ensuite demandé pourquoi Todd n'avait pas porté de parachute. Mais des experts ont expliqué que, d'une hauteur de seulement 60 mètres, il n'y aurait pas eu assez de temps pour qu'il s'ouvre et le ralentisse. Une enquête a été lancée par la base aérienne de Selfridge, la Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board. Ils voulaient comprendre ce qui s'était mal passé et comment éviter que quelque chose de pareil ne se reproduise à l'avenir. Malheureusement, Todd n'a pas été le seul artiste perdu ce week-end-là. À Kansas City, le pilote Brian Jensen est mort lorsque son avion s'est écrasé pendant une cascade. Au Royaume-Uni, le pilote des Red Arrows, le lieutenant John Egging, a également perdu la vie dans un accident après un spectacle aérien. La communauté des cascadeurs est très soudée. Kyle Franklin a déclaré « Quand l'un de nous meurt, ça touche tout le monde ». Todd Green a vécu sa vie dans les airs, faisant ce que très peu de gens pouvaient faire. Mais le 21 août 2011, quelque chose a mal tourné et il a perdu la vie en faisant ce qu'il aimait le plus. Il laisse dans le deuil sa femme, Dawn, son fils Tyler et son beau-fils Derek. Le 25 avril 2011, au Kent County Showground à Detling, en Angleterre, Matthew Cranch, un cascadeur de 24 ans, originaire de Newquay, en Cornouailles, est monté à l'intérieur d'un grand canon fixé à l'arrière d'un camion. Cela faisait partie du spectacle de cascade de Scott May's Daredevil Stunt Show. Le numéro, connu sous le nom de boulet de canon humain, attirait beaucoup de monde. Matthew ne faisait partie de l'équipe que depuis un mois et avait déjà fait la cascade 5 fois. Mais ce serait son dernier spectacle. Matthew était connu pour son côté aventureux. Ses amis le décrivaient comme une personne gentille, drôle et pleine d'énergie. Il était mécanicien avant de changer de carrière pour courir après l'adrénaline des spectacles de cascades en direct. Il aimait aussi la jonglerie, le monocycle et le skateboard. Ce jour-là, la foule a observé attentivement Matthew entrer dans le canon. Un compte à rebours fort a commencé. 3, 2, 1, feu. Des effets pyrotechniques sont sortis de la bouche du canon. Un éclair a illuminé l'air et Matthew a été projeté du canon de 7,6 mètres de long, s'élevant à 12 mètres dans le ciel. Mais en quelques secondes, quelque chose a mal tourné. Le filet de sécurité qui devait le rattraper s'est effondré. Il était maintenu par un mécanisme de libération rapide qui a échoué. Lorsque le canon a tiré, le camion a tremblé sous l'effet de l'explosion et la vibration a déclenché le loquet défectueux. Il n'y avait rien pour amortir sa chute. En plein air, Matthew a replié son corps, se préparant à l'impact, mais au lieu d'atterrir sur un filet, il a heurté le sol violemment. Des ambulanciers et une équipe d'ambulance aérienne se sont précipités, mais les blessures de Matthew étaient trop graves. Il a été transporté à l'hôpital de Maidstone où il est décédé. Une vidéo de la cascade a été diffusée lors de l'enquête. Elle a capturé le moment exact où le filet a lâché juste après que Matthew a été lancé. Des témoins ont déclaré que la chute s'était produite si rapidement que beaucoup sont restés sous le choc. Au début, cela ressemblait à un terrible accident, mais une enquête plus approfondie a révélé de graves problèmes de sécurité. L'ingénieur en mécanique Alex Grimes a inspecté le système de libération du filet. Il a découvert qu'il pouvait sembler verrouillé alors qu'il ne l'était pas et que l'accumulation de saleté aurait pu aggraver les choses. Le loquet pouvait émettre un clac rassurant, un peu comme une portière de voiture, même s'il n'était pas complètement fermé. Grimes pensait que la vibration du canon l'avait déclenché prématurément, juste au moment où Matthew a été propulsé. Le mécanisme avait été utilisé environ 1000 fois sans jamais faire défaut. Mais les enquêteurs ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire pour la cascade et qu'il ajoutait en fait un risque inutile. Il était censé être déclenché après que l'artiste ait atterri, et non pas au moment du lancement. Scott May, qui dirigeait Stunts UK Limited, était présent le jour de l'accident. Il avait personnellement vérifié le montage avec Matthew avant le spectacle. Malgré cela, le mécanisme défectueux n'a pas été remarqué. Les enquêteurs ont également appris que le personnel n'était pas correctement formé et qu'il n'y avait pas de vérification formelle pour s'assurer que le loquet était verrouillé. Les procureurs ont déclaré que l'entreprise avait ignoré les signaux d'alarme. Il y avait eu 2 incidents qui avaient failli mal tourner auparavant, mais aucun changement n'avait été fait. En décembre 2012, la police a décidé de ne pas engager de poursuite pénale, mais l'affaire a été reprise par le conseil municipal de Maidstone. Devant le tribunal, Scott May a reconnu qu'il n'avait pas réussi à assurer la sécurité de son équipe. Il a été condamné à 12 mois de travaux d'intérêt général et a dû effectuer 150 heures de travail non rémunéré. Son entreprise a été condamnée à une amende de 100 000 livres et May a été condamné à payer 80 000 livres de frais de justice. Les parents et la sœur de Matthew étaient présents au tribunal. Une déclaration a été lue en leur nom, le décrivant comme une personne douce, drôle et aimante. Ils ont déclaré qu'ils ne se remettraient jamais de cette perte. Après l'accident, la cascade du boulet de canon humain a été abandonnée. L'équipe est
passé à des numéros plus sûrs, comme des spectacles de feu et des cascades en voiture, mais a déclaré que l'incident l'avait fait douter de la pertinence de continuer l'entreprise. Un témoignage ultérieur a révélé que l'unité n'avait jamais été nettoyée en profondeur, mais seulement arrosée et nettoyée à haute pression. Des photos ont montré des couches de graisse et de saleté. Grimes a déclaré que ce mauvais entretien avait probablement conduit à la défaillance. Le jury d'enquête a convenu, concluant que la mort de Matthew était un accident causé par le déclenchement prématuré du filet. Ce n'était pas intentionnel, mais c'était évitable. Le 19 avril 2017, aux chutes du Niagara, dans l'État de New York, un grand ballon de plastique gonflable a été aperçu tournant dans l'eau turbulente au pied des chutes du fer à cheval, Horseshoe Falls. Il était vide. Un bateau de tourisme, le Maid of the Mist, l'a repêché, mais personne ne savait d'où il venait ni qui se trouvait à l'intérieur. Bientôt, les autorités l'ont lié à un homme porté disparu, Kirk Raymond Jones. 14 ans plus tôt, en 2003, Kirk était devenu célèbre pour avoir survécu à une chute par-dessus les chutes du fer à cheval sans aucune protection. Ni tonneau, ni gilet, juste son corps. D'une manière ou d'une autre, il avait survécu. Maintenant, il semblait qu'il avait essayé à nouveau. Mais cette fois-ci, il n'a pas survécu. Kirk est né en 1962 ou 1963 à Canton, dans le Michigan, de Doris et Raymond Jones. Son père possédait une entreprise prospère de fabrication de jauges pour voitures. Ses amis décrivaient Kirk comme loyal. En grandissant, il a bien vécu, conduisant une Cadillac, portant des chemises en soie et ayant $100 dans sa poche quand ses amis en avaient 20. Mais cette vie a disparu. À l'âge adulte, Kirk a enchaîné les petits boulots avant de travailler dans l'entreprise de son père. En 2003, l'entreprise a fermé ses portes, le laissant sans emploi et sans but. C'est à cette époque qu'il a été fasciné par les chutes du Niagara et les histoires d'anciens casse-cou comme Annie Taylor qui avait survécu à la chute en 1901 dans un tonneau en bois rembourré. Kirk a commencé à croire qu'il pouvait survivre aux chutes sans aucun équipement. Il a étudié les chutes, testant même l'eau en y jetant du styrofoam pour en suivre le courant. En octobre 2003, avec seulement $300 que ses parents lui avaient virés, il a décidé d'essayer. Le 20 octobre, il a laissé une note dans la voiture de son ami et est entré dans la rivière vers 8 h du matin. Flottant sur le dos, il a franchi les chutes du fer à cheval, une chute de plus de 50 mètres. Kirk a atterri les pieds en premier, a été tiré 12 à 15 mètres sous l'eau, mais a refait surface, vivant. Il a rampé sur des rochers voisins, blessé, mais en vie. Les experts pensent qu'un coussin d'air provenant de la chute d'eau a pu le sauver. La cascade lui a valu une attention mondiale. Il est apparu à la télévision et a brièvement signé avec un cirque, mais sa célébrité s'est rapidement estompée. Il a été condamné à une amende de $2260 et interdit de séjour du côté canadien des chutes du Niagara. Le cirque a fait faillite et ses mémoires prévues n'ont jamais vu le jour. Kirk est retourné en Oregon pour vivre avec ses parents et a pris soin de son père après un accident vasculaire cérébral. Son père est décédé en 2007. Un an plus tard, Kirk et son frère Keith ont été arrêtés pour vente de substances illicites. Keith a purgé 2 semaines de prison tandis que Kirk a été mis en probation mais a plus tard passé 5 mois en prison pour ne pas avoir effectué ses travaux d'intérêt général. En 2011, lui et Keith avaient déménagé leur mère en Floride. Ils s'occupaient d'elle de près mais l'argent manquait. En 2014, il a été condamné à une amende pour vol à l'étalage. Keith est mort d'une crise cardiaque la même année et leur mère est décédée en 2015. Seul, Kirk a épousé Holly Marion, mais le mariage a rapidement pris fin. En 2017, il n'avait plus de famille, plus de travail, ni de soutien. Cette année-là, Kirk a planifié une autre cascade aux chutes du Niagara. Il a acheté une boule gonflable de 3 mètres pour $800 et a décidé d'y inclure son boa constrictor Misty. Il a également préparé un drone pour filmer et a fabriqué des t-shirts avec les mots « Croyez en l'impossible ». Kirk Jones et Misty conquièrent les chutes du Niagara New York 2017. Le 19 avril 2017, Kirk a apporté la boule, Misty et son drone aux chutes. Son drone s'est plus tard écrasé et des touristes ont vu la boule vide coincée sur des rochers en contrebas. Sa camionnette, avec la cage de Misty à l'intérieur, a été retrouvée à proximité. Misty était portée disparue. Puis, le 2 juin, un plaisancier a trouvé son corps à 19 km en aval, près du lac Ontario. Misty n'a jamais été retrouvée. Les autorités ne savent toujours pas exactement ce qui a mal tourné. Le corps de Kirk est resté non réclamé et le cimetière d'Oakwood, lieu de repos d'autres casse-cou du Niagara, est envisagé comme son dernier lieu de sépulture. En 2003, Kirk a fait l'impossible et a survécu. En 2017, il a réessayé et cette fois, ce fut la fin.